S'il y a bien une chose qui nous rassemblait toutes et tous après l'école ou le samedi matin, c'était ce moment magique où l'on allumait la télévision pour suivre nos dessins animés préférés. Ils nous ont accompagnés, nous ont fait rire, trembler et surtout, ils nous ont appris à voir le monde autrement. Alors aujourd'hui, j'avais envie que l'on ouvre ensemble le tiroir à souvenirs des dessins animés que l'on a pu découvrir dans l'émission Les Minicums et qui ont bercé nos années 90-2000. Cette liste n'est pas exhaustive, je ne peux pas tout citer en une seule vidéo, sinon ça durerait des heures, mais cela nous permet de faire plein de petits épisodes autour des dessins animés. Et pour celles et ceux qui arrivent ici, moi c'est Amélie, je suis née en 1990 tout pile, j'ai donc grandi avec les années 90-2000 et sur cette chaîne, chaque semaine, on débloque nos meilleurs souvenirs de ces deux décennies. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça prend que quelques secondes, ça vous permet de louper aucune vidéo et surtout, ça permet de soutenir la chaîne. Allez, on va attaquer avec un monument absolu du dessin animé des années 90. Une série d'animation qui n'a pas seulement bercé notre enfance, mais qui a littéralement redéfini la façon dont on racontait les histoires aux enfants, les Razmoket. Diffusée pour la première fois aux États-Unis en août 91 sur la chaîne Nickelodeon, la série arrive en France dès la fin de l'année 92 sur Canal+, dans l'émission Canaille Peluche. Mais c'est à partir de 97, lorsque le dessin animé arrive sur France 3, dans les Minicums, que le phénomène va exploser auprès de toute une génération de petits Français. Et le concept du dessin animé, il est absolument fantastique. Raconter le quotidien, les découvertes de l'enfance à travers les yeux de bébés. Et les Razmoket, c'est avant tout des personnages inoubliables. Tout d'abord, la famille Cornichon avec les parents Jean-Roger et Lucie et leurs deux enfants, Tommy Cornichon, alias Casse-Bonbon, le leader de la bande d'1 an au crâne garni de quelques cheveux, et puis plus tard, Jules, son petit frère. Ensuite, nous avons Charles-Édouard, dit la Binocle, le meilleur ami de 2 ans de Casse-Bonbon, anxieux, allergique à tout, traumatisé par les monstres et reconnaissable à sa touffe de cheveux roux et ses grosses lunettes violettes. Et il vit seul avec son père veuf, Charles. Ensuite, on a Alphonse et Sophie, les grumeaux, les jumeaux inséparables, obsédés par la boue, les vers de terre et les insectes. Et ils sont les enfants de Gertrude et Olivier de la Tranche. Et bien sûr, l'antagoniste ultime, Angelica, alias Couette-Couette, la cousine de Casse-Bonbon. Une fillette de 3 ans très gâtée par son père et sa mère, Roger Jean et Charlotte. Et elle est la seule capable de parler à la fois aux adultes et aux bébés. Elle utilisait donc cette supériorité pour tyranniser les petits. D'ailleurs, côté personnage, vous ne le saviez peut-être pas, mais le personnage de Couette-Couette a quand même été à l'origine de quelques tensions au niveau de l'équipe de créateurs. Arlène Klasky, la co-créatrice du show et jeune maman à l'époque, elle détestait ce personnage. Elle l'a trouvé beaucoup trop cruelle, manipulatrice et sadique avec les bébés. C'est le scénariste Paul Germain qui s'est battu pour la garder, avançant qu'une bonne histoire a absolument besoin d'un antagoniste pour créer du conflit. Arlène Klasky a fini par accepter le personnage lorsque les scénaristes ont commencé à montrer les failles d'Angelica, notamment la négligence de ses parents qui sont obsédés par leur carrière. Salut Couette-Couette. Eh bien, nous t'avons apporté un cadeau. Joyeux anniversaire Couette-Couette. C'est un gâteau sablé. Là où on a eu le plus de mal, c'est pour les verres. Oh, il te plaît pas notre gâteau d'anniversaire? Oh, c'est pas ça, c'est juste que je suis trop vieille pour ce genre d'enfantillage. Comment ça, trop vieille? Mais oui, j'ai des responsabilités maintenant. C'est quoi des responsabilités? Les responsabilités, ça veut dire que j'ai plus jamais le droit de m'amuser. Mais au-delà des personnages, la grande force de ce dessin animé résidait vraiment dans son animation assez unique. La série affichait un style graphique volontairement imparfait, asymétrique et tremblant. Les visages des adultes étaient souvent grotesques, les décors déformés par la perspective et les couleurs décalées. Et ça permettait vraiment de traduire à la perfection la façon dont un tout petit perçoit son environnement. Et sans jamais être lourde ou moralisatrice, la série a été vraiment l'une des premières dans l'animation jeunesse américaine à intégrer la diversité culturelle et religieuse. Et au fil des années, la série s'est vraiment transformée en un empire colossal. 9 saisons, un total impressionnant de 172 épisodes, 3 longs métrages sortis au cinéma, dont un crossover épique avec la famille de la jungle, une série dérivée, les Razbitume, qui montrait les personnages devenus adolescents, et même son propre jeu vidéo sur PlayStation 1, les Razmoket à la recherche de Reptar, que beaucoup d'entre nous ont poncé pendant des heures. La série a d'ailleurs été
la toute première émission de Nickelodeon à décrocher en 2001 sa propre étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame aux côtés de plus grands noms du cinéma. Les Razmoket, ça reste quand même l'une des plus belles réussites de l'animation des années 90. C'était une série intelligente, remplie d'une immense tendresse. Elle a vraiment marqué toute une génération d'enfants. C'est vraiment pour moi le dessin animé 100% nostalgique. Allez, celui-ci, c'était sans aucun doute l'un de mes préférés quand j'étais petite. Un dessin animé éducatif qui a réussi à nous faire aimer les sciences au même titre que Jamie, le bus magique. Dans notre bus magique, tout un jour, dans le niche, viens dans notre bus magique, paf dans le plancton, viens dans notre bus magique, sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Diffusée pour la première fois aux États-Unis en septembre 1994, la série elle arrive sur nos écrans français dès 1996 sur France 3 dans les Minicums avant de devenir un pilier des rediffusions sur Télétoon. À l'origine, cette série est adaptée d'une collection de livres éducatifs à succès écrits par Johanna Cole, publiée à partir de 1986. Et le concept de la série, il reposait sur une formule aussi simple que géniale. Dans une école primaire, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, la classe du groupe d'élèves est dirigée par une institutrice pas tout à fait comme les autres, Mademoiselle Bille en tête. Une enseignante fantasque, reconnaissable à ses tenues excentriques assorties au thème du jour et à ses boucles d'oreilles lumineuses. Et elle emmène régulièrement ses élèves en sortie scolaire. Mais au lieu de prendre un bus classique, la classe monte à bord d'un vieux ramassage scolaire jaune doté de pouvoirs magiques. Ce bus est capable de se métamorphoser, de rétrécir à l'échelle microscopique, de grandir, de s'envoler dans l'espace ou de voyager dans le temps. Et il transporte la classe directement au cœur des sujets étudiés pour le plus grand malheur d'Arnaud. En voiture tout le monde! J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec Bianca, sûrement. Et justement, chaque élève apportait sa propre dynamique au groupe. Arnaud, l'éternel anxieux et pessimiste du groupe, qui regrettait systématiquement d'être venu en cours. Raphaël le casse-cou, Véronique la scientifique, Carlos le spécialiste des blagues, mais aussi Thomas, Anne-Sophie, Ophélie et Kisha. Ils apportaient tous une diversité de caractères extrêmement attachante. La rigueur scientifique était aussi au cœur vraiment de la création de cette série. Même si le bus accomplissait des prouesses totalement impossibles et magiques, les concepts biologiques, physiques et astronomiques abordés dans chaque épisode étaient minutieusement vérifiés par des experts et des pédagogues. La série poussait d'ailleurs l'honnêteté jusqu'au bout. À la fin de chaque épisode, un personnage appelait les producteurs de la série au téléphone pour souligner les erreurs scientifiques, les simplifications ou les libertés artistiques prises par les scénaristes pour le besoin de l'histoire, expliquant avec humour la frontière entre la réalité et la fiction. Si ça, c'est pas du génie. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut plus que quelques minutes pour qu'un volcan sous-marin se transforme en île. Et qu'il a sûrement fallu des milliers d'années à celui-ci pour devenir aussi gigantesque. Vous ne croyez pas? Si, bien sûr. Mais n'oublie pas que notre émission dure à peine une demi-heure. Oui, c'est vrai. Et puis le bus magique a fait son grand retour en 2017 sur Netflix avec les nouvelles aventures du bus magique. Une série qui reprend les mêmes ingrédients avec une version plus moderne et adaptée à la nouvelle génération. Récompensée par d'innombrables prix éducatifs, la série de 94 a eu tout de même un bel impact en démontrant que la science pouvait être fascinante, accessible, ludique et en s'invitant dans nos salons pour nous apprendre plein de choses. Pour le prochain, nous voici en 1997 et on va parler d'un monument d'humour complètement décalé. Un dessin animé français complètement déjanté qui a marqué vraiment nos années 90 et 2000, Les Zinzins de l'espace. Le dessin animé est diffusé pour la première fois en septembre 97 sur France 3. L'idée de départ était de prendre à contre-pied les récits classiques de science-fiction. Ce sont 5 extraterrestres s'écrasent donc sur la Terre et se réfugient dans le grenier d'une grande maison bourgeoise à louer. Leur quotidien devient alors une lutte permanente pour la survie et la tranquillité. À chaque épisode, un nouveau locataire débarque pour louer la maison, contraignant nos extraterrestres à utiliser le SMTV, une machine capable de les transformer en êtres humains pour faire fuir les intrus par tous les moyens possibles. Et la force de la série reposait clairement sur la bande de personnages assez haut en couleur. Tu vois, il n'y a pas bébé là-dedans. Gorgeous, tu m'inspires un profond dégoût.
Nous devons respecter le fait que même les larves humaines sont des entités vivantes et qu'elles doivent être traitées avec plus d'égard que les pizzas dont tu engraisses le ventre. Wow, un bébé humain! Tout d'abord, on a Ethno, l'alien violet à l'accent anglais, le cerveau de la bande, scientifique, narcissique et inventeur de la machine à morpher. Candy, le petit extraterrestre vert, maniaque du ménage et obsédé par la poussière. Gorgeous, le gros monstre bleu, glouton, râleur, brut de décoffrage et obsédé par la nourriture. Bud, le grand alien orange aux yeux globuleux, totalement abruti et accro à la télévision qu'il regarde affalé sur le canapé en buvant des sodas. Et enfin, Stéréo, l'alien rouge à 2 têtes qui a été retiré dès la seconde saison pour dynamiser les épisodes. Et puis comment parler des zinzins de l'espace sans parler de son générique. Le générique d'ouverture cultissime, reconnaissable dès les premières notes, a été composé et interprété par la légende Iggy Pop en personne. La chanson Monster Man, créée spécifiquement pour la série, apportait vraiment une énergie rock, garage et festive absolument unique qui mettait immédiatement dans l'ambiance et qui a surtout marqué toute une génération. Et puis les zinzins de l'espace, c'était aussi d'incroyables clins d'œil à un autre dessin animé qui a marqué la fin des années 90 et le début des années 2000, Oggy et les cafards. On peut le voir, certaines fois, les zinzins de l'espace regardent Oggy et les cafards dans leur télévision. On les voit aussi carrément apparaître dans certains épisodes. Si vous vous relancez dans le visionnage des zinzins de l'espace, vous penserez à ça et vous verrez peut-être tous les petits clins d'œil qui sont cachés. Avec 2 saisons et un total de 104 épisodes, la série a rencontré un succès international colossal, étant diffusée dans plus de 100 pays et même sur la célèbre chaîne américaine Fox Kids. Elle a également marqué les esprits des joueurs grâce à son adaptation en jeu vidéo en 2000. Les zinzins de l'espace, ça reste une pépite de l'animation française des années 90, un cartoon déjanté et intemporel qui a marqué toute une génération d'enfants. Allez, celui-ci, c'est carrément un ovni télévisuel. Je suis désolée, mais je n'ai jamais compris comment on pouvait aimer ce dessin animé et pourtant, je l'ai vu et regardé, je l'ai même subi à cause de mon petit frère qui en était fan, je ne sais pas pourquoi. Un dessin animé au style visuel clairement reconnaissable et qui faisait un petit peu flipper parfois, Angela Anaconda. Je m'appelle Angela, c'est mon nom. Bienvenue à mon émission. Je vous présenterai mes amis. Oh, bonne année, chérie! Diffusée pour la première fois en octobre 99 sur la chaîne Télétoon au Canada, la série arrive très vite en France dès 2000 dans les Minicums sur France 3. Dans ce dessin animé, on suivait le quotidien d'Angela Anaconda, une fillette de 8 ans à la personnalité plutôt bien trempée, un brin cynique doté d'une imagination débordante et d'un sens de la répartie dévastateur. Et Angela, elle devait naviguer entre une famille excentrique, une institutrice tyrannique et rigide nommée Madame Petsec, mais surtout faire face à sa rivale jurée, Nanette Manoir. Fille d'un riche homme d'affaires local, chouchoute absolue de l'institutrice et incarnation parfaite de la petite peste blonde hautaine et snob, Nanette passait son temps à ridiculiser Angela. À chaque humiliation subie, Angela s'évadait dans son esprit à travers des fantasmes de vengeance complètement absurdes et comiques où elle faisait subir des punitions grotesques à Nanette avant d'être brutalement ramenée à la réalité. Mais pour affronter son quotidien, Angela n'était pas seule puisqu'elle était entourée de sa bande de copains, Johnny, Georgie et Gina. Et ce qui a rendu la série absolument unique, c'est vraiment sa technique d'animation assez révolutionnaire. Les corps des personnages et les décors étaient créés à partir de découpages de photographies en noir et blanc, rassemblés et animés par ordinateur. Seules les bouches et les yeux étaient parfois colorisés ou exagérés pour créer des expressions faciales d'un comique absolu. Ce style visuel volontairement monochrome, plat et un peu troublant donnait à la série une esthétique assez particulière, sans aucun équivalent à la télévision. Mais saviez-vous qu'Angela avait aussi fait une apparition au cinéma? Celle-ci, on l'avait pas vraiment vu venir. En 2000 sort Digimon, le film adapté des 2 premières saisons de la série télévisée japonaise. Et Angela, elle va tout simplement faire une apparition au tout début du film.
Oui. Lors d'un court-métrage d'introduction spécialement créé pour la sortie en salle, Angela et ses amis s'installaient dans un cinéma pour regarder le film Digimon. Mais la séance tournait au cauchemar à cause des interventions de Nanette Manoir. Et évidemment, Angela va imaginer un petit scénario pour faire payer Nanette. Bref, un crossover improbable entre la culture cartoon canadienne et les monstres japonais. Avec 3 saisons et un total de 65 épisodes, Angela Anaconda a remporté de nombreux prix prestigieux, notamment au Gemini Awards ou au Festival international du film d'animation d'Annecy. Malgré son esthétique étrange qui pouvait parfois dérouter au premier abord, la série est devenue une œuvre qui a marqué toute une génération, que ce soit de façon positive ou non. Allez, celui-ci, je me le suis auto-débloqué en faisant mes recherches. J'adorais ce dessin animé et pourtant, je l'ai enfoui très loin dans ma mémoire. Un dessin animé qui a fait frissonner toute une génération d'enfants à l'heure du goûter, Mona le vampire. Une fille pas foussard qui adore jouer dans le noir. Avec son chat, c'est Mona. Elle vit les pires histoires avec des monstres bizarres. Rien ne l'effraie, c'est Mona. Diffusée pour la première fois en septembre 1999 au Canada sur la chaîne YTV, la série arrive en France à partir d'octobre 2000 sur France 3 dans les Minicums, avant de devenir un pilier de Télétoon. Et à l'origine, ce dessin animé est adapté d'une série de livres pour enfants écrits et illustrés par l'auteure britannique Sonia Holliman. Et le concept de la série reposait sur l'imagination débordante d'une fillette de 10 ans prénommée Mona. Persuadée que sa petite ville paisible de beaux rivages est secrètement envahie par des créatures surnaturelles, des monstres, des aliens et des sorcières, Mona se transforme en Mona le vampire. Et pour mener à bien ses missions, Mona était accompagnée de ses amis, chacun doté d'un alter ego héroïque. Charlie, alias Zapper, et Lily, alias Princesse Invincible. Sans oublier Croc, le chat de Mona qu'elle considérait comme son familier au pouvoir mystique. Mais les monstres affrontés par les enfants n'étaient souvent que des événements banals du quotidien ou des adultes ordinaires déformés par leur imagination débordante. Mais l'une des plus grandes forces de la série résidait vraiment dans son ambiance visuelle et sonore. L'animation adoptait un style au contour sombre avec des palettes de couleurs dominées par le violet, le vert foncé, le noir, et ça rendait vraiment un hommage aux films d'horreur classiques tout en restant parfaitement adapté aux enfants. Côté coulisses, la série a été saluée par sa capacité à introduire le folklore fantastique et la littérature gothique auprès du jeune public sans jamais tomber dans la peur traumatisante. Les scénaristes ont d'ailleurs multiplié les clins d'œil à des mythes célèbres, le tout traité avec un humour absurde et surtout adapté aux enfants. Avec 4 saisons et un total de 65 épisodes diffusés entre 2000 et 2006, Mona le vampire a rencontré un immense succès. C'est vraiment un dessin animé doudou par excellence, chaleureux, qui célébrait le pouvoir de l'imagination et surtout qui est parfait à regarder en période automnale ou pour Halloween. Allez, cette fois-ci, on va aller côté histoire et plus précisément côté médiéval français. Un dessin animé qui a bercé nos matins sur France 3, les 1001 prouesses de Pépin 3 Pommes. Je suis Pépin 3 Pommes, et voici Gros-Bec et Picanier. Nous parcourons le monde pour y accomplir 1001 prouesses. Très bien. Venez donc prendre un peu de repos en mon château. J'ai hâte de vous entendre me conter vos aventures. Diffusée pour la première fois en France en 1999 dans l'émission Les Minicums, l'histoire, elle nous transporte dans le royaume imaginaire, de presque toujours, un monde médiéval peuplé de dragons, de sorciers et de créatures magiques. On y suit les aventures du prince Pépin, surnommé Pépin 3 Pommes, en raison de sa toute petite taille, mais doté d'un courage immense et d'une loyauté à toute épreuve. Accompagné de ses 2 plus fidèles compagnons de route, Picanier et Gros-Bec, Pépin parcourt le royaume pour accomplir d'incroyables exploits. Son objectif, prouver sa valeur à son père le roi et réussir à conquérir le cœur de la belle princesse Amandine. Son obstacle, les sorciers Galimatias et Mordicus, ainsi que le prince Sans Rire, père de la princesse Amandine, qui met tout en œuvre pour accéder au trône. Et comment oublier le générique qui reste ancré dans la tête pendant des jours entiers, pendant très longtemps. Pépin 3 Pommes, courageux chevalier, tu découvres le monde et tu veux le comprendre, accompagné de tes 2 écuyers qui te suivent partout, Gros-Bec et Picanier. Rythmé par des sonorités médiévales revisitées, la musique a accompagné parfaitement ce petit rituel télévisuel. Avec sa saison unique de 52 épisodes de 13 minutes, les 1001 prouesses de Pépin 3 Pommes s'est imposé comme une œuvre doudou particulièrement appréciée du public français. Un dessin animé qui a offert une formidable leçon de tolérance et de persévérance, prouvant aux enfants que
tout le monde pouvait devenir un véritable héros. Ah là là, alors celui-là, je l'ai poncé, croyez-moi. Une icône absolue de la littérature de jeunesse et qui a été parfaitement dépoussiérée pour la télévision française, Fantomette. Diffusée pour la toute première fois en septembre 99 sur France 3 dans les Minicums, cette série française adapte les romans célèbres créés par Georges Chollet dès 1961 dans la mythique collection de la Bibliothèque Rose. C'était vraiment la toute première fois que Fantomette prenait vie en dessin animé, après une adaptation télévisée en prise de vue réelle au tout début des années 90. L'histoire nous emmène dans la ville de Furtiville. Françoise est une fille apparemment ordinaire. Elle vit avec Ficelle et Boulotte et leur mère, Madame Charpentier, qui a adopté Françoise lorsque ses parents ont disparu. Mais dès que le crime menace la ville, elle se transforme en secret en Fantomette grâce à un costume iconique. Elle est accompagnée d'Alexandre, surnommé Œil de Lynx, le frère adoptif de Françoise et journaliste. Et il est le seul à être au courant de sa double vie. Mais alors, qui est à l'hôpital? Un imposteur. Et un voleur aussi. Mais ça ne tient pas, Françoise. Ah oui? Et pourquoi? Il ne peut pas voler, c'est une victime. Il est à l'hôpital sous la surveillance de la police. Ça, c'est ce que tout le monde croit. Mais Fantomette, elle n'est pas convaincue. Et cette version animée de la fin des années 90 se démarque par une modernisation spectaculaire de l'œuvre originale. Pour coller à l'époque du passage au nouveau millénaire, les créateurs ont troqué l'ambiance 60s des livres originaux contre une esthétique urbaine, rythmée et vraiment beaucoup plus moderne. Françoise est désormais équipée d'appareils modernes et se déplace avec une aisance digne des plus grands super-héros de comics américains. Avec sa saison unique de 26 épisodes, Fantomette s'est imposée comme une référence de l'animation française de la fin des années 90 et qui a magnifiquement bien marqué le passage au dessin animé des années 2000. En dépoussiérant le mythe sans jamais trahir l'esprit de l'œuvre de Georges Chollet, la série a offert aux jeunes téléspectateurs une figure héroïque féminine, forte, indépendante, une héroïne comme on l'aime. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire quel dessin animé de la liste vous avez aimé, lesquels vous connaissez, ou s'il y en a d'autres qui ont marqué vraiment vos années 90-2000. J'avais déjà fait un autre épisode sur les dessins animés, n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets quelque part là-haut, et aussi en description, et évidemment, qu'il y aura d'autres épisodes, parce que vraiment j'ai eu d'énormes hésitations pour faire cette liste, mais il a fallu faire des choix, mais je me garde les autres pour une prochaine vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend que quelques secondes, et vraiment ça permet de soutenir la chaîne, c'est super important. Et ça y est, l'été touche à sa fin, on va donc retrouver le rythme normal avec une vidéo par semaine le jeudi à 18h, comme aujourd'hui. Mais il y a des petites nouveautés qui vont arriver pour la rentrée, je ne vous en dis pas plus, je vous ferai passer la petite information en post sur YouTube, mais également sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre, notamment sur Instagram, je suis assez active là-bas et vous aurez toutes les informations. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et un nouveau tiroir à souvenirs de nos années 90-2000. Ciao!